Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Benjamin. Je fais partie notamment d'un collectif qui s'appelle WeShare, qui travaille sur l'économie numérique collaborative. Euh, En fait, en ce moment, en même temps que le Paris Open Source Summit, il y a un autre gros événement, presque aussi gros que le Paris Open Source Summit. C'est la conférence sur le climat qui se déroule à Marrakech en ce moment. Et en fait, l'année dernière, dans le cadre de la conférence sur le climat qui était à Paris, j'ai eu la chance de participer, ou enfin plutôt même d'organiser un événement qu'on avait appelé POC 21, donc en référence à la COP 21, dont l'idée, en fait, c'était de montrer en quoi les valeurs de l'open source dont parlait Paul, le mode de travail qui est propre à l'open source, permettait d'offrir un potentiel intéressant pour travailler sur les questions climatiques et d'énergie. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel à projet où on a rassemblé 12 projets open source, alors en l'occurrence open hardware, autour des questions énergétiques et climatiques. On les a invités à venir dans ce château qui était dans l'ouest de Paris, dans les Yvelines, à venir pendant une résidence de 5 semaines, travailler dans un Fab Lab qu'on avait installé sur le lieu pour avancer sur leur projet. Alors à titre d'exemple, on avait un concentrateur solaire comme celui-là qui collecte l'énergie solaire sur des miroirs pour générer de la vapeur pour pouvoir alimenter des processus industriels et agricoles. Et un projet comme Shower Loop, qui est un dispositif qui se fixe sur une cabine de douche pour pouvoir recycler en temps réel l'eau chaude de manière à diviser par 10 la consommation d'énergie et d'eau. En fait, l'eau passe depuis le bac de douche et remontée dans le pommeau de douche avec un système ingénieux de pompe et de filtre. Et donc on a documenté tout ça en ligne. Vous trouverez les docs sur poc21.cc. Et finalement, donc c'était un proof of concept, comme son nom l'indiquait, qui travaillait spécifiquement sur les questions énergétiques et climatiques. Puis après ça, on a commencé, enfin, je suis pas le seul, mais à se poser la question de finalement ce démonstrateur qu'on a fait sur POC 21, sur quel autre sujet également l'open source pourrait contribuer à des problématiques d'intérêt général et d'intérêt sociétal. Bon, alors, il y a un outil qui est assez intéressant, qui a été publié par les Nations Unies l'année dernière, qui est évidemment pas parfait, qui peut faire un petit peu enfin qui est peut-être un peu impressionnant parce qu'il y a beaucoup de thématiques, mais c'est les objectifs de développement durable qui ont le mérite d'arriver à clarifier un peu les objectifs prioritaires en termes d'impact social, environnemental, les grands challenges auxquels l'humanité est confrontée. Donc on trouve des choses comme l'accès à l'eau potable, le climat, la transition énergétique, les déchets, l'économie circulaire, l'urbanisation croissante, etc. Et donc, voilà, la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut connecter davantage les communautés de l'open source avec les gens qui travaillent sur ces thématiques et de mettre les technologies libres et ouvertes et décentralisées au service de la résolution de ce type de problématiques. En fait, je pense qu'il y a à minima 4 leviers sur lesquels ce type de technologie, ce type de projet peut aider et contribuer à remplir ces objectifs. Le premier, c'est en fait inhérent au modèle de l'open source lui-même, c'est le modèle d'écosystème, le modèle d'innovation collaborative. Pour ça, je vais prendre un exemple. WikiHouse, qui est un projet que vous connaissez peut-être, qui est un système de construction open source. Alors la version de base ressemble un peu à un système de Lego ou de gros meubles Ikea que vous assemblez pour assembler une maison. C'est des photos qui circulent pas mal sur le projet. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le projet WikiHouse, c'est pas juste l'ossature de cette maison, mais c'est un système modulaire et paramétrable qui permet, depuis une application, de dimensionner, designer la maison que vous souhaitez fabriquer, de générer automatiquement les pièces pour la fabriquer sur mesure à la demande. C'est très économe en énergie, ça utilise des matériaux locaux et c'est des bâtiments qui sont en l'état de l'art de la performance énergétique. Et donc ça peut prendre différentes formes, effectivement, vu que c'est totalement modulaire, comme celle que vous voyez sur ces quelques images. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne se positionne pas en disant non, on va fabriquer toutes les maisons nous-mêmes, mais plutôt on va faire un espèce de système d'exploitation ouvert sur lequel les industriels, les architectes, les sociétés d'assurance, les fabricants de fenêtres, les fabricants de systèmes de chauffage, de réseaux électriques, etc., peuvent venir se plugger pour développer des modules qui sont compatibles. Donc ils veulent faire un petit peu le Linux de la construction durable. Un deuxième levier intéressant, c'est en quoi l'open source permet de diffuser, d'augmenter l'accès à des solutions des technologies, notamment auprès des populations qui en ont le plus besoin, qui n'ont pas forcément les moyens, donc dans une logique de transfert technologique.
Alors il y a des projets dont on voit beaucoup, notamment dans le domaine des Fab Labs, de l'open hardware, de la fabrication numérique. C'est tous les projets autour des prothèses, par exemple. Alors à gauche, vous voyez un innovateur français bien connu, Nicolas Huchet, qui a fait donc c'est une prothèse pour les mains. Il y a plein d'autres modèles qui existent. Et en fait, ce type d'outil permet notamment dans des situations de crise, par exemple, ou dans des pays émergents, de pouvoir fabriquer facilement à la demande des prothèses, que ce soit sur les mains, les jambes ou autres, qui permettent de répondre facilement à des besoins à un coût très réduit. Faircap, un autre exemple qu'on avait eu à POC 21, c'est un filtre à eau low cost. Donc sa version cible va coûter à peu près 2 euros à produire. L'idée, c'est un filtre que vous vissez sur n'importe quelle bouteille, de sorte que vous pouvez purifier quasiment instantanément l'eau, comme on voit sur cette bouteille, l'eau qui est très sale, et pour la rendre potable. Et lui, son modèle, donc c'est de le laisser totalement open source et de faire une version haut de gamme qui pourra après commercialiser par exemple chez Decathlon ou Gosport et qui viendra subventionner la fabrication ou la distribution via des ONG de ces versions low cost pour donc répondre à des besoins notamment dans les pays émergents. Et donc ce qui est intéressant, c'est vraiment toute la logique de l'open source et des écosystèmes ouverts, c'est que Mauricio qui travaille sur Faircap travaille avec d'autres projets qu'on avait à POC 21, notamment le projet de la douche, mais aussi des projets de générateurs solaires portables, etc., pour travailler en ce moment sur un kit modulaire facile à déployer qu'on peut installer par exemple dans des camps de réfugiés ou dans des situations de crise, qui vient un peu fournir un système plug and play pour la fourniture d'énergie, la fourniture d'eau potable, la conservation des aliments, le fait de faire pousser des légumes, etc. Et de plus en plus, même les grosses ONG commencent à s'intéresser à ces sujets, puisque donc, cette année, il y a une coalition entre les plus grosses ONG et aussi le commissariat des Nations Unies aux réfugiés, qui ont lancé le Global Humanitarian Lab, qui est en gros une espèce d'alliance sur l'innovation humanitaire. Et ils travaillent avec le réseau international des Fab Labs, un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que quand le réseau des Fab Labs identifie des innovations ouvertes qui peuvent profiter aux situations humanitaires. Il leur envoie les plans, il les connecte avec les inventeurs et les makers qui les ont développés. Et réciproquement, le Global Humanitarian Lab identifie des défis spécifiques, comme par exemple fabriquer des douches ou des toilettes très low cost à partir de carton, par exemple, véridique. Donc il source ce défi auprès du réseau des Fab Labs qui va pouvoir inventer les solutions adaptées. Un troisième levier, c'est notamment dans le hardware, c'est la production et fabrication circulaire. Alors, un projet sur lequel je contribue également, c'est le projet des Fab City. Donc, c'est un réseau de villes, 15 villes aujourd'hui, qui travaillent sur une vision très long terme de relocalisation de la production dans une logique d'économie circulaire, d'optimisation des ressources. L'idée, c'est de passer de le modèle que vous avez sur la gauche, où on importe tous les produits de Chine ou de je ne sais où pour produire finalement des ordures dans les villes, à un modèle où les villes, ou les métropoles, ou les régions redeviennent productives et créent une partie de leurs besoins industriels dans une logique de réduction des déchets, d'optimisation des flux de matière et d'économie circulaire. Donc dans ce modèle, évidemment, tout ne va pas être fabriqué dans les Fab Labs, mais les Fab Labs font partie d'une chaîne plus large dans laquelle vous avez le do-it-yourself, les Fab Labs, les petites usines de production locale, et puis en dernier recours, les supply chains globales. Donc, sur le quartier de Barcelone, ils travaillent justement à faire un prototype de la Fab City à l'échelle du quartier, donc de connecter les agriculteurs urbains, les petits industriels, les PME, les Fab Labs, les restaurants qui se sourcent à partir de produits locaux, de manière à rendre le quartier partiellement autosuffisant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui plusieurs startups, plusieurs projets qui développent des produits qui sont adaptés à ce type de fonctionnement. Donc, par exemple, OpenDesk, qui est un mobilier open source qui est conçu par une communauté de designers. Les plans sont en open design et après un client peut l'acheter en ligne et il va être fabriqué par un makerspace local et la valeur ajoutée va être distribuée entre la plateforme, le maker et le designer. Vous avez d'autres designers qui réfléchissent à des modèles même encore plus méta, comme par exemple cette grille qui s'appelle Open Structure. L'idée, c'est que, un peu comme des Lego ou des mécanos, si vous concevez toutes vos pièces en fonction des dimensions de cette grille, elles vont être intercompatibles entre elles, un peu comme des pièces de Lego à l'échelle 1. Vous pouvez démonter un objet et le remonter à partir des pièces que vous avez récupérées. Un quatrième et dernier levier que je trouve également très intéressant, c'est celui de la transparence que peut apporter l'open source sur la technologie. Et en tout cas sur les données ou sur son environnement. Un autre projet intéressant qui mélange du soft et du hardware, Smart Citizen, qui est en fait un capteur environnemental qui remonte des données de pollution de l'air, de qualité des sols, de bruit, etc., pour faire un tableau de bord crowdsourcé par les citoyens des conditions environnementales d'une ville. Donc c'est un petit peu le pendant bottom-up et citoyen de la Smart City, donc c'est pour ça que le projet s'appelle
qui s'appelle Smart Citizen. Open Food Fact, que je pense qu'on n'a plus besoin de présenter, qui est d'ailleurs présent ici aujourd'hui, qui permet de fournir un peu une alternative comment dire, à l'étiquetage environnemental des produits, où on sait que l'industrie agroalimentaire fait beaucoup de lobbying en ce moment. Et puis des projets comme par exemple Lumio, qui est une plateforme open source de prise de décision collaborative, de gouvernance collaborative, qui est développée par un collectif néo-zélandais qui s'appelle Inspiral et qui est utilisé aussi bien par des entrepreneurs que par des mouvements politiques comme Podemos, par exemple. En conclusion, on a organisé un barcamp justement qui mélangeait les communautés de l'open source et les communautés de l'impact, qui a eu lieu il y a 2 jours justement dans le cadre du Paris Open Source Summit, où on voulait voir comment aller plus loin, comment faire se mélanger davantage ces écosystèmes et ces populations. Il en a sorti pas mal de choses intéressantes que vous pouvez retrouver dans la documentation qui est sur le lien sur ces slides. Mais peut-être 2 points intéressants. Le premier axe de travail important, évidemment, toujours l'argent, le financement, c'est toujours un point qui revient. Donc on a eu quelques idées intéressantes qui sont sorties, notamment est-ce qu'on peut valoriser d'autres choses que la propriété intellectuelle, comment travailler avec des fonds d'investissement qui sont dans une optique de très long terme, comme par exemple les corporate ventures ou les fonds evergreen qui n'ont pas d'objectif de sortir au bout de 7 ou 8 ans, comment résoudre la thématique du treasury stage entre 50 et 300K, qui est grosso modo le stade qui est entre les subventions et les premiers VC, qui est assez difficile à résoudre. Comment utiliser l'innovation financière comme la crypto equity sur la blockchain, par exemple, comme les social impact bonds ou ce genre de sujet. Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des réductions fiscales quand on investit dans l'open source, de la même façon qu'on a des réductions fiscales quand on donne à une association d'intérêt général. Et puis un deuxième gros sujet qui était comment on rend tout ça plus attractif, plus sexy, donc comment on aide tous ces projets open source à travailler sur leur marketing, sur leur expérience client, sur leur design, et est-ce que l'open source finalement va être un argument de vente, y compris pour le consommateur, pour le grand public, un peu comme le bio finalement. Est-ce que l'open source va être le nouveau bio? C'est la question qu'on peut se poser. Donc voilà pour ces sessions. Je vous laisse avec cette petite citation de Laurence Lessig, qui est un peu un de ces pionniers de ce mouvement. Moi, on est plusieurs à travailler sur des structures d'accompagnement, d'aide au financement pour ce type de projet. Donc si c'est des thématiques qui vous sont chères, je vous invite à venir me voir après la session. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, Benjamin.